Alors bien sûr, il y a eu les propos de Benyamin Netanyahou visant les Arabes israéliens le jour du scrutin qui ont déclenché des polémiques, qui ne sont toujours pas terminées d'ailleurs, on va en parler. Mais il y a également des questions autour du vote des Israéliens durant ces élections à la Knesset. Est-ce que la société israélienne en sort plus divisée que jamais? On va parler de tout cela avec nos invités. Dror Even-Sapir, notre analyste politique, qui est là. Bonsoir Dror. Bonsoir. Et avec vous, Eliezer Ben Raphaël. Bonsoir. Merci. Vous êtes sociologue à l'université de Tel Aviv. Avant de vous donner la parole à l'un et à l'autre, on a également posé cette question sur notre site internet i24news.tv aujourd'hui. Et on va voir justement quelle est la tendance, quelle est l'opinion de nos téléspectateurs. On va voir cela avec vous, Léa Volbert. Bonsoir Léa. Bonsoir Jean-Charles. Alors le 17 mars dernier, comme on le sait, Benyamin Netanyahou a été massivement soutenu par les électeurs israéliens et cette campagne a levé le voile sur de profondes dissensions qui divisent la société israélienne. Alors même que Benyamin Netanyahou est accusé d'alimenter ces fractures sociales, le jour du vote, il avait affirmé que le vote massif des Arabes israéliens représentait un danger pour la droite, des propos critiqués par Barack Obama. Alors il y a moins d'un an, pendant la guerre, nous avons vu une société israélienne unie, soudée, une classe politique unanime. Qu'en est-il aujourd'hui? Nous avons posé la question à nos téléspectateurs. La société israélienne est-elle plus divisée après ces élections législatives? Et le sondage du jour met une nouvelle fois en évidence cette diversité des opinions, puisque vous répondez non à 45%, oui à 52%. Alors nous allons regarder ensemble plus en détail les différentes réponses des internautes. Pour Michael Monod, la société israélienne est plus divisée après les élections, car une grande partie réclamait le changement. Ils ont été déçus. Quant à ceux qui ont soutenu Bibi, ils en veulent à l'opposition d'être aussi virulente envers le Premier ministre actuel. Selon lui, tout cela ne durera pas. Emmanuel Garcia, en revanche, pense que la société israélienne est plutôt unie. Ce sont les épreuves qui renforcent la solidarité et ces divergences, pour elle, ne sont qu'une phase de transition. Michael Rampant nous répond que la société israélienne est aussi divisée qu'elle ne l'était avant ces élections. Seulement, ces divergences ressortent bien plus après le dépouillement des urnes, religieux contre laïcs, ashkénazes contre séfarades, juifs contre les arabes et ainsi de suite. Il faudrait apprendre à vivre ensemble et accepter nos différences. Sur ces sages paroles, je vous laisse débattre en plateau avec vos invités. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes toujours invités à participer au débat sur Facebook et sur Twitter. Vous pouvez aussi voter sur notre site internet www.i24.tv. Merci Léa Volbert. Effectivement, chaque jour, donc une question liée à l'actualité sur le site internet i24news.tv. Alors, Eliezer Ben Raphaël, un mot d'abord sur... Est-ce qu'on en a trop fait ou pas à propos de ce qu'a dit Netanyahou le jour du vote? On continue de le faire aujourd'hui. On a vu que les partis arabes demandent bien à la justice d'ouvrir une procédure. Est-ce que pour vous, c'est extrêmement grave ce qu'a fait Netanyahou? Ou est-ce que finalement c'était des propos dans le feu de l'élection? C'est extrêmement grave. Du point de vue de ce que ça signifie dans le contexte de la culture politique israélienne. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire, qu'il faut se retenir même si on les pense. En fin de compte, ces Arabes ont été aux urnes en tant que citoyens israéliens et il fallait saluer le fait que des citoyens arabes se sentent concernés par les élections. Mais d'autre part, je ne dirais pas que c'est grave du point de vue politique. Parce que dans une campagne électorale, on dit des choses qui peuvent influencer sur le moment l'orientation des scrutins, de la population, etc. On a forte tentation à dire des choses qu'on attend qu'elles soient dites. Mais politiquement, Netanyahou a déjà montré qu'il pouvait dire quelque chose, faire le contraire. Ça dépend des circonstances et d'autres facteurs. Dror Even-Sapir, aujourd'hui, on en est où? Vous avez l'impression que cette polémique prend encore de l'ampleur en Israël ou est-ce qu'elle est en voie? On a vu qu'Obama même en a parlé à la télévision américaine. Non, je pense qu'on va rester longtemps avec ces déclarations du Premier ministre israélien à la veille, le jour en fait, le jour du scrutin, qui lui ont peut-être d'ailleurs permis de remporter la mise en dernier recours. C'est cet appel à l'électorat de droite à voter en masse pour contrer l'avancée qui était d'ailleurs tout à fait relative du taux de participation au scrutin des Arabes israéliens. Ça peut être dangereux de mettre une partie de la population israélienne contre une autre. En même temps, on peut considérer, en relativisant la gravité des propos du Premier ministre, que les Arabes israéliens ont voté à plus de 80%
pour une liste dont beaucoup de représentants se sont illustrés dans des propos tout à fait extrémistes contre l'État d'Israël. Hanin Zouabi est un exemple, mais il y a dans cette liste aussi des représentants politiques plus ou un peu plus modérés, comme la tête de liste, notamment Ayman Odeh. Donc oui, on va rester longtemps avec ces déclarations de Benyamin Netanyahou qui constituent peut-être un tournant dans le rapport entre Israël et sa minorité arabe, alors qu'on pouvait s'attendre justement et qu'on constate une meilleure intégration peut-être politique des Arabes israéliens dans le jeu politique. Le fait qu'ils participent davantage qu'auparavant aux élections en Israël peut être considéré au contraire comme un bon signe, un signe de meilleure intégration, un signe d'une baisse des sentiments anti-israéliens parmi les Arabes israéliens. Ça peut être interprété différemment parce qu'encore une fois, dans cette liste arabe unifiée, il y a beaucoup de politiciens qui sont problématiques, qui ont eu des déclarations et des actes et qui peuvent être considérés comme étant tout à fait condamnables, quel que soit le bord politique à partir duquel on les condamne. Ouais. Alors justement, est-ce que c'est pas aussi constaté, finalement, ces résultats aussi d'élections sont l'illustration de communautés en Israël qui vont voter pour leur parti? C'est pas finalement quelque chose d'aussi extravagant que cela. Ce qu'a dit Netanyahou, c'est une réalité aussi. C'est une réalité, mais ici je voudrais ajouter à ce que vous venez de dire, c'est que la confrontation a commencé avec le refus de la liste arabe de faire un accord pour les surplus de vote avec le parti Meretz de gauche. Ce qui a montré dans une grande mesure, de façon claire, le manque de readiness, de disponibilité à faire une action commune avec les partis sionistes, même s'ils sont de gauche. Mais je ne parlerai pas de tout ça comme quelque chose de très grave. Enfin, finalement, en fin de compte, le politique dépend de toute une scène de facteurs et le social dépend d'une sociologie. Et nous voyons dans la personnalité du leadership actuel de ce parti arabe unifié une véritable tendance à la convergence culturelle vis-à-vis de la société israélienne en général, beaucoup plus que par le passé. Et je crois que nous sommes en train d'entrer dans une phase où il y a des confrontations, mais aussi beaucoup d'éléments de possibilités de coopération. Ouais. Si on regarde les résultats un peu plus en détail aussi, Dror, on a été surpris de voir qu'en Israël, parce que ce n'est pas le cas dans d'autres pays au monde, eh bien des villes dites avec une population qui n'a pas un niveau de vie très élevé ont voté pour le parti de droite, donc le Likoud, et puis les villes où il y a un niveau de vie plus haut, comme c'est le cas de Tel Aviv, ont voté plutôt à gauche. Ça, c'est quelque chose de typiquement israélien. C'est même encore davantage le cas, Jean-Charles, pour ce scrutin que pour le précédent scrutin il y a environ 2 ans. D'une manière, les clivages politiques qui correspondent à des clivages socio-économiques, qui correspondent eux-mêmes à des clivages qu'on pourrait qualifier de communautaires, eh bien, sont encore plus flagrants à la lumière des résultats de ces élections qu'auparavant. Effectivement, lorsqu'on habite dans une zone périphérique, dans une ville de développement ou une ancienne ville de développement ou un quartier pauvre d'une grande ville, eh bien, à de très fortes proportions, on vote pour, et là on a voté pour le Likoud ou pour d'autres partis de droite. Et lorsqu'on est au contraire, et en général, dans ces villes de développement, dans ces quartiers pauvres, vivent la plupart du temps des Israéliens originaires du monde arabo-musulman. On appelle en Israël les orientaux. Ouais. Et lorsque l'on habite dans l'une des grandes villes de la zone côtière, à Tel Aviv, Haïfa, ou dans les villes du Sharon, ou dans certaines communautés urbaines plutôt aisées, eh bien, à de très très fortes proportions, on vote pour les partis de gauche ou du centre, même si le Likoud a effectué de très bons scores aussi dans certains des bastions de la gauche israélienne que sont les villes bourgeoises en fait. Et l'inverse n'est pas vrai d'ailleurs. L'Union sioniste d'Yitzhak Herzog et de Tzipi Livni n'a pas réalisé de bons scores dans les villes considérées comme pauvres et dans les quartiers pauvres et dans les villes de développement. Il y a un vrai clivage et ça a été l'un des thèmes de cette campagne. Benyamin Netanyahou a su, avec toute l'intelligence politique qu'on lui connaît et l'intelligence aussi peut-être même sociologique qu'on lui connaît, il a su
en jouer d'une manière qui s'est avérée tout à fait efficace de son point de vue. Ça a été l'un des thèmes de la campagne. Je vous rappelle ce qu'a dit cet écrivain au cours du rassemblement de la gauche, place Rabin, Yair Garboz, en mettant dans le même sac les fanatiques religieux, les fanatiques ultranationalistes et ceux qui embrassent des amulettes ou qui se prosternent sur les tombes des saints. Et ce sont des pratiques populaires tout à fait acceptables et acceptées par de larges parts de la population, surtout d'origine orientale justement. Eh bien évidemment, lorsque dans les villes de développement on entend ce genre de choses et qu'on entend gauche, eh bien on n'entend pas paix ou justice sociale, on entend vieilles élites ashkénazes, laïques, méprisantes, et la gauche l'a payé dans les urnes. Ça aussi, c'est un clivage qui vous semble persistant encore? Je voudrais quand même apporter quelques nuances à ce tableau. Tout d'abord, ce que nous voyons, c'est que c'est précisément les partis communautaristes, les partis de communauté, qui ont perdu le plus de voix. Si vous voyez les Russes, partis russes, sont sortis avec la moitié de leurs plumes. Quand vous regardez Chasse, il a considérablement réduit son contingent de membres du Parlement. Même les colons, le parti des colons, Israël, Abaït Tayouri, ont perdu. Alors, ce qu'il y a, c'est que il faut se détacher de la façon de regarder. Le vote pour le Likoud est un vote communautaire, le vote pour le conductionniste ou le travail, c'est pas communautaire. Oui, c'est communautaire aussi. Non, c'est communautaire, pas dans le sens de communauté, c'est dans le sens social, de classe sociale. C'est un milieu de classe moyenne qui vote surtout pour le parti cantionniste. Et c'est une des raisons de leur défaite. Ils ne sont pas parvenus à sortir de leur cercle. Alors que le Likoud, ce que Benjamin Netanyahou a fait, ce n'est pas attiser l'instinct communautaire, mais exploiter les dissensions des différents partis communautaires et se montrer comme parti de tous. C'est vrai aussi, mais il y a quand même des bémols à apporter peut-être. Lorsque vous dites, et vous avez tout à fait raison, que les partis communautaires le chassent, le Israël Beiteinu David Lieberman, qui n'est plus un parti russophone, il a aujourd'hui 6 députés. Bien sûr, ces 6 députés, il n'y en a que 2 qui sont russophones, Lieberman lui-même et Madame Sofa Landwehr, c'est tout. Donc ce n'est plus un parti russophone. Le chasse, effectivement, a perdu beaucoup de plumes dans ces élections, mais tout de même, le Likoud reste et est perçu par une grande partie de ses électeurs comme étant leur maison, une espèce de foyer en quelque sorte. Et j'ai constaté multiculturel. Oui, mais j'ai constaté quelque chose d'intéressant. Le Likoud, avec 30 sièges, compte 11 nouveaux députés. Sur ces 11 nouveaux députés, 10, la quasi-totalité, sont d'origine orientale. Et donc, et c'est pas le cas de l'autre côté, c'est pas le cas du côté de l'Union sioniste. Donc il y a quand même, c'est un chiffre qui montre quelque chose. Exactement. Et lorsque l'on parle du vote russe, effectivement, il n'y a plus de partis russophones. Mais la population russophone, donc ces nouveaux immigrants qui sont arrivés dans les années 90, ou leurs enfants, représentent environ l'équivalent de 12 mandats. C'est beaucoup, 12 mandats sur les 120 que compte la Knesset. Et comment se répartissent ces 12 mandats entre la gauche, la droite et le centre? Eh bien, sur ces 12 mandats, 11 vont à droite et 1 au centre. Je voudrais ajouter seulement ceci, c'est que c'est justement là le fait que le Likoud est parvenu à se présenter comme la maison de tous. Nous devons sortir de ce concept que voter Likoud, c'est voter communautariste. C'est voter populaire. Et voter Union sioniste aussi, c'est voter communautariste. Parce que dans certains beaux quartiers des grandes villes, on ne peut pas concevoir voter autrement qu'à gauche. Non, une seconde. Quand vous dites ce grand nombre de nouveaux membres du Parlement qui sont d'origine séfarade ou orientale, ça prouve ce que je dis, l'ouverture du Likoud. Le Likoud est dirigé par une vieille élite politique chevronnée, mais est toujours restée ouverte et a toujours développé des tentacules vis-à-vis des différents cercles de la société israélienne. Ça, c'est le grand avantage du Likoud par rapport au parti aux cancionnistes
qui, lui, reste cantonné dans la classe moyenne, ne parvient pas à sortir de son élitisme et à retrousser ses manches et à arriver pendant les périodes où il n'y a pas d'élection, se retrouver dans les petites villes et travailler, mais etc. de l'écoute non plus n'a pas vraiment fait de travail politique et social entre les scrutins, et ça lui a été reproché. Mais vous avez partout, dans chaque ville israélienne, vous avez des formes d'activité qui se rattachent au Likoud. Dans toutes les villes de développement. Ce sont des charnières qui sont là, qui restent là et qui sont activées au moment des élections. Merci en tout cas, professeur Eliezer Ben Raphaël. Je rappelle que vous êtes sociologue. Merci pour cette analyse. Donc finalement pas si divisée qu'il n'y paraît, en tout cas cette société israélienne après ce scrutin. Merci à vous. Dror Even Sapir, dans un instant, eh bien, on sera avec l'un des tout nouveaux députés de la Knesset pour le parti Yesh Atid, c'est Chaim Yelin, qui est le défenseur de ces populations qui vivent à la frontière avec Gaza et qui subissent encore donc la menace des tirs de roquettes du Hamas. Il sera notre invité, puis on viendra un petit peu plus tard sur les premières tendances du vote en France pour les départementales. Ce sera dans le prochain point d'information sur i24 News. Merci à tous les deux. À tout de suite pour l'invité.